c'est beau, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager. Tous ensemble, décidons de chanter. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est là de 18h à 20h pour refaire toute l'actualité sportive en Bourgogne-Franche-Comté et au plan national, enfin bref, un petit peu partout. La page Ligue 2, car on a des choses à dire ce soir. Allez, c'est parti. C'est parti pour la Ligue 2 et on va revenir bien évidemment sur tout ce qui s'est passé en Ligue 2, mais avant ça, on va vous donner tout de même les résultats dans cette Ligue 2 avec toutes les rencontres qui avaient lieu ce vendredi 8 février avec Red Star, Gazélec, Ajaccio, un but partout. Valenciennes est allé s'imposer du côté du Clermont Foot 1-0, c'est une performance pour les Valenciennois. L'AC Ajaccio a battu Niort 1-0. Orléans et Le Havre, un but partout. Châteauroux est allé battre Nancy 1-0. Lorient est allé battre Grenoble 1-0. Et le Paris FC de Mecha Bazdarevic, qu'on salue car je sais qu'il était souffrant. Il n'a pas pu se rendre du côté de Troyes, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Et est allé s'imposer du côté de Troyes 1-0. Et également ce samedi 9 février, Lens et Metz n'avaient pu se départager et c'était quitté sur un match nul 0 partout. Il restera un match pour le compte de la 24e journée, c'est Brest-Auxerre à partir de 20h45. Et on va regarder ce qui s'est passé lors de Béziers-Sochaux, un match où il n'y a pas eu de vainqueur, 0 partout. Et on va tout de suite, un match où Sochaux, oui, a été... forcément, c'est toujours dans un match où on recherche l'efficacité également. En tout cas, l'efficacité défensive, elle était là. Mais Sochaux aurait pu aussi s'incliner en fin de partie grâce à Rafa Navarro qui a sauvé la balle sur la ligne de but également. Mais comme dit l'adage, quand tu n'arrives pas à gagner, essaie au moins de ramener un match nul et un point. Surtout quand on joue le maintien, un point, c'est très très important. Et je vous propose d'écouter le résumé de Béziers-Sochaux. Match de bas de tableau très important entre Béziers 18e et Sochaux 16e. 2 places d'écart mais 5 points de différence entre les deux formations. S'il y a un vainqueur, ça peut changer beaucoup de choses pour le destin de ces deux équipes. Dès le début du match, occasion énorme pour Béziers et la parade de Lorenza Tizigui. L'entame de match est donc satisfaisante pour les joueurs de Mathieu Chabert, mais Sochaux essaye de réagir avec ce centre et le ballon qui va arriver sur Hamza Saki. Le tir est cadré, la parade importante de Yann Maria pour empêcher l'ouverture du score sochalienne. Sochaux qui sort d'une victoire après 4 matchs sans marquer, toutes compétitions confondues. Ça va un petit peu mieux pour l'équipe d'Omar Daf. Une occasion de part et d'autre en première période. En deuxième période, les Sochaliens insistent avec ce ballon enroulé juste au-dessus. Le geste intéressant de Yohan Molo, l'une des recrues de cette équipe de Sochaux venue du Kriya Sovetov Samara. Il a quitté l'équipe russe pour rejoindre Sochaux dans ce mercato hivernal. Il n'a pas réussi à marquer. Béziers non plus avec cette reprise à bout portant. Encore une bonne opportunité. Les deux équipes n'arrivent pas à se départager. Béziers n'a pris qu'un point sur les 8 derniers matchs et reste sur 3 rencontres sans avoir marqué. Pourquoi pas ici? Mais c'est sauvé sur la ligne. C'est Rafa Navarro qui sauve la situation et qui supplée son gardien. Beaucoup de bonnes opportunités, de très grosses occasions de part et d'autre. Mais personne ne réussit à marquer de but dans cette partie. 0-0 au final entre Béziers et Sochaux. 0 partout, donc ça fait 1 point pour chaque. Et surtout, on s'éloigne aussi de Béziers. Maintenant, on a 5 points d'écart avec
l'équipe de Béziers qui est en tous les cas barragiste à l'heure actuelle en étant à la 18e position. Mais on va retrouver tout de suite Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir Fred. Comment ça va? Ça va bien. Comme je disais avec Fred, c'est toujours un bon point de prix à Béziers. C'est mieux d'avoir perdu. Exactement. C'est, comme disait l'entraîneur de Sochaux en conférence de presse après le match, c'est un point qui va compter pour le maintien. Exactement, tous les coins, pas tous les coins, tous les coins de corner, on peut dire, non, tous les points vont compter en cette fin de saison, c'est toujours un point de prix, face à un concurrent direct, c'est ça qui est important aussi également. Oui, et puis comme ça, on les laisse à 5 points derrière, c'est bien. Oui, puis surtout que c'est un point de prix sur Nancy qui est 20e. Le Red Star, lui également, donc a fait match nul, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, a fait match nul contre le Gazélec. Ils ont fait un partout le Red Star, alors qu'ils gagnent 1-0. C'est ça, donc finalement, c'est un point, comme dit Omar Daf, qui pourrait compter en fin de saison. Comment tu as trouvé cette équipe sochalienne? J'ai trouvé qu'ils ont bien joué. Pour moi, ils ont produit du jeu, mais par contre, Béziers, qu'est-ce qu'ils ont fait des fautes? Après, les fautes. C'était athlétique, quoi, on le savait. Ils croyaient un peu au rugby, quoi, c'est une équipe qui joue pour pas descendre, donc forcément. Et puis on a quand même une bonne occasion de Saki. C'est dommage que la musique dernière. Oui, une superbe reprise de volée sur une superbe remise de Thomas Robinet qui lui met en appui. Et c'est vrai qu'il met une belle frappe. Et elle peut finir au fond, mais le gardien fait un super arrêt aussi également. Ouais, mais parce que sur Saki, elle lui arrive vite. Il se pose pas de questions, il la reprend comme elle vient, parce que s'il la contrôler, à mon avis, il a Marafter et au fond. C'est surtout qu'il, même sans contrôle, il arrive à mettre un bon ballon, puis il est cadré. Mais il est très bon, le petit Saki, là. Oui, il est très bon. Il apporte beaucoup, c'est vrai, par sa vivacité, sa qualité technique également, il est vif. Donc forcément, il percute aussi, c'est ce qui nous manquait un petit peu, la percussion. Mais après, Oui. Et puis avec Yohan Molo aussi, les deux là, ils en portaient beaucoup. Oui, Yohan Molo, on connaît ses qualités techniques. C'est un vrai leader sur le terrain et forcément, il va nous emmener tout ce qu'il faut. Après, on va dire sur cette rencontre, les points noirs, c'est quand même la blessure de Jondo Fuchs. J'ai vu pour 8 semaines minimum, je crois. Oui, c'est ça, pour 8 semaines. Donc, et en plus la rééducation qui va. La rééducation, oui, je pense qu'il reviendra sans doute vers avril. D'ailleurs, on le salue, Jondo Fuchs, on lui souhaite un excellent bon rétablissement, exactement, un très bon rétablissement, surtout qu'il était en pleine bourre en ce moment, il faisait des super matchs. C'est dommage. Et puis également Cyril Balaya, qui a apparemment une liaison musculaire. Il va pas jouer contre Lens, alors. Je pense qu'il jouera pas contre Lens. Après, il y avait peut-être une clause aussi mon collègue m'a dit que c'est dimanche à 13h. C'est ça, le match a été décalé au dimanche à 13h. Donc attention, si vous pensiez aller voir le match samedi à 15h, c'est décalé à 13h. C'est la préfecture qui a demandé à ce que la rencontre soit décalée. Des gilets jaunes, je pense. Je suppose, après. Oui, apparemment, c'est ça. Non, mais oui, comme je dis, c'est toujours un bon point de prix. En plus, à l'extérieur, c'est pas mal, quoi. Oui, exactement. Après, il va falloir s'imposer contre Lens. De toute façon, à chaque match, il va falloir gratter des points. Gratter le plus qu'on peut. Même si on ne joue pas super, il faudra gratter des points pour le moment. De toute façon, comme il a dit Omar Daf après le match contre Clermont, puis après celui de Béziers vendredi aussi, il a dit de toute façon le maintien on ira le chercher chez nous. De toute façon c'est souvent comme ça, les maintiens se font à domicile, mais bien sûr après il faudra l'appui du public, l'appui de tout le monde, c'est tout le monde, on est tous dans le même bateau, il faudra que tout le monde avance et puis qu'on se club et qu'il reste surtout en Ligue 2 car c'est très important. Ça serait quand même bien que les ultras y reviennent pour Lens. Ça serait pas mal, ça mette un peu plus d'ambiance de le stade, quoi. Écoute, en tout cas... Ça serait pas mal. Parce que j'ai vu sur l'Est républicain un jour une information qui marque peut-être la possibilité du retour des ultras. On va en parler sans doute dans quelques minutes avec Enzo qui est là en studio. Donc il reviendra sans doute là-dessus. On verra avec lui dans quelques minutes. Je vous écoute après, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Bernard.
Oui, bah oui. Merci beaucoup d'avoir rappelé. Puis à la semaine prochaine avec la victoire contre Lens. Ben, on laisse pas, lundi prochain avec 3 points de plus dans Ah ben l'escarcelle sochalienne. voilà. Puis allez, Sochaux. Exactement, allez Sochaux. Merci beaucoup Bernard d'avoir appelé. Oui, ben il n'y a pas de quoi. Bonsoir. Bonne semaine et puis à bientôt. Puis reste à l'écoute. bientôt. Oui, j'y serai dimanche, il n'y a pas de souci. Eh ben, pas de problème. Allez, merci beaucoup Bernard, Voilà. à bientôt. Bonsoir, à bientôt. Bonne soirée. C'était Bernard, fidèle auditeur qui nous appelait depuis je ne sais plus où, il nous l'a déjà dit, mais je me rappelle plus. Attends, vas-y Fred, oui. Je crois de Luxeuil, il me semble. De Luxeuil, bah oui, je connais bien en plus tout ce coin là-bas. Très belle ville, Luxeuil-les-Bains. On va maintenant accueillir Enzo de la tribune Nord Sochaux. Bonsoir Enzo. Bonsoir tout le monde. Salut Fred. Comment ça va? Ça va et toi, nickel? Bah écoute, ça va bien. Merci de ton accueil, encore une fois. Ah, de rien. Hein. Je disais, de la tribune Nord Sochaux, bon, comment ça va? Bah écoute, la tribune Nord Sochaux et je pense l'ensemble des supporters sochaliens va beaucoup mieux depuis vendredi, je pense. Va beaucoup mieux depuis vendredi. Suite au communiqué officiel donc, du FCSM annonçant la rupture de contrat, cette fois-ci officielle, entre Sochaux et Baskonia. Donc le Baskonia Alaves, donc les Basques espagnols. Donc on ne peut qu'aller mieux, même si évidemment c'est qu'une petite bataille qui vient d'être gagnée, en tout cas par tout le peuple sochalien. Bon, c'est comme tu le rappelais, c'est vrai que c'est une bataille. C'était justement ce que vous demandiez au préambule pour sans doute revenir au stade. C'était ce qui était demandé. Alors nous, comme tout le monde a pu s'en rendre compte, même Bernard a fait une superbe transition juste avant. C'est vrai, on le remercie Bernard. C'est vrai que la transition était parfaite. J'étais Et c'était pas préparé. Hein. Non, impossible de préparer ça, c'est sûr. Voilà, comme tout le monde s'en est bien rendu compte, l'ensemble des supporters sochaliens ont acté, donc déjà par l'initiative de la Tribune Nord, donc avant le début de la saison, un boycott, donc à la fois des abonnements, des matchs à domicile et des matchs à l'extérieur du club, tout simplement. Donc suite, bien sûr, à l'arrivée aux commandes du club de Baskonia, nommé par Lee et Ledus, forcément, qui est toujours le propriétaire du club, ça tout le monde l'a bien en tête. Alors c'est une décision qui a été décriée, c'est une décision qui a été aussi beaucoup, comment on peut dire ça, Commenté, on va dire. Commenté, ouais, décrié, commenté par un peu l'ensemble de la région, l'ensemble de la planète foot. Nous, tout simplement, c'était le moyen qu'on a jugé le plus cohérent et le plus opportun pour lutter vraiment contre les Espagnols, contre Baskonia. Alors, comme je l'avais déjà répété, déjà dit cet été, quand j'étais venu suite à l'annonce donc, du boycott, comment lutter contre Baskonia? Tout simplement en montrant totalement un désamour envers le club du FCSM, donc en boycottant, envers l'entité Baskonia, donc en désertant tout simplement le stade. Parce que si leur projet, il faut bien rappeler que le projet de Baskonia, c'était d'alléger la masse salariale du club, donc chose qu'ils ont, je pense, un peu trop faite en ne prolongeant aucun contrat, en changeant donc que ce soit les jardiniers, les kinés, ils ont vraiment révolutionné le club dans une manière que nous, on jugeait vraiment être à l'opposé de nos valeurs, à l'opposé d'un club populaire et à l'opposé d'un club qui se veut être régional, franc-comtois, et qui appartenait depuis toujours, en tout cas jusqu'à il y a 4 ans, à l'entreprise Peugeot. Donc, pourquoi ce boycott? Pour vraiment faire échouer le projet Baskonia. Car si vous avez un stade vide, peu importe le projet sportif qui est mis en place, forcément la moutarde, la mayonnaise ne peut pas prendre, quoi. La sauce ne peut pas prendre. Alors certes, c'est dur le boycott. On imagine bien que se priver de sa passion, de son amour, c'est quelque chose qui fait mal. D'être en dehors du stade, donc que ça soit à déployer des banderoles, à tracter, à essayer d'informer les gens, à communiquer, mais encore à faire des actions comme on a pu le faire en ville à Montbéliard, en déployant des phrases, des campagnes d'affichage, ou plus récemment, à partir du 11 novembre, en allant soutenir les U19. Forcément, c'est dur, parce qu'on se prive de sa passion, mais derrière,
on était et on est convaincus, et je pense que là, du coup, on peut tous être d'accord pour dire que c'était le bon moyen de faire, que cela fonctionnerait. En tout cas, si vous commencez à en douter, c'est là où vraiment c'est là où vous perdez espoir. Et l'espoir, on l'a jamais perdu, on n'a jamais rien lâché. Pour en arriver dans un premier temps, Baskonia devait rester 3 ans. Donc, dans un premier temps, Lee a annoncé qu'il ne ferait plus qu'1 an. Donc ça, c'est également suite à des différends entre l'Edus et Baskonia sur le souhait de racheter le club, de racheter le club derrière. Donc certes, il y a le boycott, mais il y a aussi d'autres raisons, bien entendu. Ça, on ne nie pas l'évidence. Donc il a annoncé 1 an, mais ça ne suffisait pas parce que si Baskonia était toujours là jusqu'à la fin de la saison, j'imagine pas les conséquences sportives et financières pour le FCSM. Dans un deuxième temps, ça a été le départ de certains joueurs au début du mercato. Donc ça, évidemment, que c'était un signe pour nous révélateur. Mais tant qu'il n'y a aucune officialisation, qui croire ? Qui croire depuis 4 ans, si ce n'est notre passion et notre amour pour le FCSM ? Oui, parce qu'ils ne sont pas très communicants. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication là-dessus. Donc. En tout cas, depuis l'arrivée de Baskonia, on n'a eu aucune communication officielle de la part du club, si ce n'est l'officialisation donc, de leur arrivée. Et vendredi, donc l'officialisation de leur départ. Donc ensuite, c'était il y a peu de temps, le 31 janvier, le départ de David Vizcaíno. C'est ça. Donc ça a été annoncé officiellement. Mais c'était pas tout, car il restait Martinez, donc le dernier pion de Baskonia en place. Si ce n'est aujourd'hui encore quelques joueurs que Omar Daf veut dans son effectif pour nous sauver. Donc là, évidemment, que les joueurs, c'est ni plus ni moins que des pions. Oui, ils sont là pour faire un travail. Voilà, à ce niveau-là du foot business, du foot moderne, on va oublier ces joueurs. Mais voilà, donc on a eu vendredi donc, l'officialisation de la rupture du contrat entre Baskonia et le FCSM, qui appartient toujours à l'Edus, il faut vraiment le marteler, à Monsieur Lee. Et pour nous, c'était, on l'a vu suite au communiqué qu'on a fait il y a 2 semaines, c'était déjà un premier pas vers se poser la question du retour au stade ou pas, fin du boycott ou pas. Parce que certes, on désire le départ de Baskonia, mais également la fin de toute tentative de satellisation du club. Alors pour expliquer concrètement aux gens, qu'est-ce que nous entendons la Tribune Nord par la satellisation ? C'est le fait que le club appartienne non plus au club, ou ne soit plus géré par le FCSM, mais par une autre entreprise qui, en l'occurrence des Basques, donc des Espagnols, possédait d'autres clubs. Donc les joueurs qui viennent sont des joueurs qui viennent d'autres clubs. On ne va plus chercher du recrutement à droite à gauche, c'est vraiment leurs joueurs à eux. Donc là, d'un point de vue perte d'identité, d'un point de vue perte de valeur ou tout ce qu'on voudra, mais vraiment d'identité de club, plus personne ne s'y retrouvait, si ce n'est quelques fidèles qui ont continué à aller au stade, que je salue, parce que ça, c'est pas supporter Baskonia, c'est supporter toujours le Football Club Sochaux-Montbéliard et ne pouvoir se passer de sa passion. Donc nous, on a pris la décision de boycotter, on l'a fait, et aujourd'hui, effectivement, on ne peut qu'être heureux pour répondre. J'ai fait le tour du monde, mais en tout cas, le tour. Non, c'est bien, tu as réexpliqué un peu ce qui s'était passé. C'est important pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément au courant de tout. Voilà, j'ai recontextualisé un peu la situation. Donc, j'ai fait le tour de la planète Sochaux depuis maintenant 6-8 mois pour vraiment en arriver au point que je préfère aujourd'hui supporter le club et être heureux aujourd'hui qu'il y a 1 semaine. Parce qu'il y a encore 1 semaine, c'était le flou. C'était on attend, c'était qu'est-ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on a vraiment pu se réunir, s'asseoir autour d'une table dans un pub pour être plus précis, et en discuter entre nous, entre les gens du comité et même hors comité Tribune Nord Sochaux. On a demandé également l'avis de nos membres pour décider d'un retour ou non au stade. Voilà, pour contextualiser. Non, c'est vrai. Puis là, donc, ce qu'on peut dire, c'est quand même que Monsieur Lee, finalement, vous a quand même écouté sur ce point-là, parce que vous vouliez une officialisation. Ça a été fait. C'est tout de même déjà un premier pas, on va dire, même si, bien sûr, il y a encore des choses divergentes, mais c'est déjà un premier pas. Alors, on ne sait pas vers où, mais on va dire qu'au moins, il a écouté. Alors nous, vraiment, l'idée, en demandant l'officialisation de la fin du contrat avec Baskonia, c'était dans un premier temps de faire assumer ses erreurs à Monsieur Lee, à l'entreprise TechPro Ledus, parce que c'est facile de dire il n'y a plus personne, Baskonia ne gère plus, mais derrière, si l'officialisation n'est pas faite, qui assume ses erreurs ?
Donc nous, c'était vraiment ça. C'était le fait que cet homme donc, assume ses erreurs. Parce que tant que rien n'est officiel, comme je disais, on ne peut plus faire confiance à personne aujourd'hui dans le foot moderne. Mais vraiment, Monsieur Lee, assume tes erreurs. Pose tes couilles sur la table, quoi. Et au moins, voilà, assume. Chose qu'il a faite. Alors, est-ce que c'est à cause de nos communiqués? Est-ce que c'est à cause du boycott? Est-ce que c'est à cause de nos actions? Ou est-ce que c'est vraiment même... Oh bah si, le- ça la- fait une forme de pression. J'émets un peu C'est une toutes les forme, oui. possibilités. Je vais aussi également parler de... Est-ce que aussi c'est des voix à l'intérieur même du club qui l'ont vraiment poussé à réagir? En Il y a des l'occurrence, chances aussi, oui. il y a énormément de chances aussi. Donc c'est vrai que c'est un tout, c'est un peu l'union de tous les supporters de Sochaux et même du club de Sochaux, parce qu'aujourd'hui Sochaux, c'est nous, c'est ces personnes-là qui aiment le club, et pas un simple businessman chinois, voilà, si je devais le décrire comme ça, qui est là depuis 4 ans et qui depuis 4 ans n'a pas encore lâché énormément d'argent et n'a pas encore acté vraiment une décision fondamentale pour faire survivre le FC Sochaux-Montbéliard. Parce qu'aujourd'hui où on en est, quand on sait que M. Lee a racheté le club 50 000 € à Peugeot, que Peugeot avait laissé quelques millions pour tenir 3 ans, là on en est à la 4e année. Les actes, pour l'instant, on peut se permettre de encore les attendre. Donc c'est un premier pas si on veut, ou en tout cas c'est Une première écoute. même, je dirais, un pas en arrière donc, Oui. pour rattraper son erreur. Donc il aura perdu de l'argent de par cette union ratée avec Baskonia. Ça, il faut l'avoir en tête aussi. Parce qu'aujourd'hui, lui, ce qu'il pense, c'est argent, c'est business. Voilà, donc c'est bien l'argent qui dirige le monde. C'est l'argent qui dirige le foot et également le FCSM. Donc là, il aura perdu de l'argent. Donc forcément, quand on perd de l'argent, on réfléchit un peu plus vite. Un petit peu plus. Ça fait réfléchir en tout cas. Beaucoup plus vite. Donc, Non, c'est rien, c'est juste le téléphone. ouais, T'inquiète pas, Fred est là, y a pas de il souci. gère. Donc voilà, on en est là aujourd'hui au FCSM. D'accord. Donc voilà, comme on disait, c'est une première écoute. Il y a aussi le fait que beaucoup d'anciens Sochaliens reviennent aussi au club. Bon, Omar Daf est maintenant le nouvel entraîneur. Voilà, c'est quelqu'un voilà, qui a une image incontestable au FCSM. Là aussi, ça a fait aussi fait partie de votre décision de revenir justement, revenir, pas supporter parce que vous le supportez depuis de nombreuses années, mais je veux dire le fait que ça fasse partie aussi de votre retour au stade, au Mardaf, et on peut parler aussi de Sylvain Monsoreau pour les plus jeunes, il y a aussi Pierre-Alain Fro, bien évidemment, Eric Boniface, enfin bref, c'est tous des anciens Sochaliens, on parle souvent d'identité et ça en fait, je pense, sans doute partie. Du coup, pour les gens qui ne sont pas forcément à fond sur les réseaux sociaux ou qui n'écoutaient pas France Bleu il y a quelques minutes, oui, nous avons acté notre retour au stade dès non pas samedi mais dimanche parce que le match a été décalé à dimanche 13h. Tu fais bien de le signaler parce que peut-être beaucoup de personnes qui ne savent Voilà. pas, le match était prévu samedi à 15h et il va être donc décalé au dimanche à 13h, une demande de la préfecture. Donc oui, la tribune Nord Sochaux a acté son retour au stade. Une des raisons, bien sûr, c'est celle que tu as évoquée avant. Ça a été donc la fin du contrat avec Baskonia. Mais c'est vrai que dans ce club rempli de paradoxes depuis 6 mois, ou même depuis 3 ans et demi. Oui, depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années. Comme tu le disais, on a vu Omar Daf devenir entraîneur. Sylvain Monsoreau donc revenir au club. On a toujours Pierre-Alain Fro. On a d'autres anciens joueurs donc, qui sont dans la structure aujourd'hui du club du FCSM. Donc c'est vrai que petit à petit, ça a été des signes. Je parle également du recrutement qui, là on le voit bien, a été fait donc, par Omar Daf. C'est vrai. Et là, il faut vraiment saluer le travail d'Omar. Mardaf, Philippe Rachke aussi, qui est aussi dans la cellule de recrutement, chose qu'il n'y avait plus depuis de nombreuses années. Également. Donc il faut vraiment saluer donc, toutes ces choses-là, les mettre en avant pour comprendre le pourquoi du comment de notre retour au stade. Avec des jeunes, mais ça on le sait depuis un moment, mais avec des jeunes joueurs de plus en plus qui sont issus du centre de formation, qui sont en quelque sorte livrés à eux-mêmes dans l'enfer entre guillemets de la Ligue 2, parce qu'on sait que c'est très physique, que quand vous êtes jeune, que vous sortez du centre de formation, le temps d'adaptation, il doit être très court. Par contre, c'est très compliqué de justement s'adapter à cette Ligue 2. Donc c'est rude, c'est physique. On imagine bien qu'avec un stade quasiment vide, c'est encore plus compliqué. Et qu'aujourd'hui, donc, l'urgence, elle est, dans un premier temps, donc, de sauver le club sportivement, c'est-à-dire ni plus ni moins que de se maintenir en Ligue 2. Alors on voit avec la victoire, on voit avec le match nul contre Béziers, que
il y a des signes encourageants avant même notre retour. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui en veut quand même, une équipe qui se bat. Donc le premier point, c'est vraiment donc, de sauver le club sportivement. On imagine bien donc, le chaos qui pourrait régner dans le club si on devait descendre à la fin de la saison. Tout d'abord dans le club, mais surtout dans le centre de formation. Et c'est là vraiment où nous, on se doit d'agir à ce niveau-là. Oui, c'est ça aussi l'important. C'est que, comme tu l'as signalé, il y a beaucoup de jeunes joueurs du centre de formation, et ça c'est quand même un signe. Omar Daf les connaît très bien, il a été l'entraîneur de la réserve, je le rappelle, donc forcément tous ces jeunes il les connaît, il les amène aussi également au plus haut niveau, et ça aussi c'est un signe également. On sait que Baskonia a forcément repris ses joueurs, ou en tous les cas les a disséminés, donc beaucoup sont partis d'ailleurs à Istra du côté de la Croatie. Et certains sont repartis en Espagne. Ça aussi, c'est un signe fort, parce qu'on sait que Sochaux, l'ADN du club, c'est la formation des jeunes joueurs. Et ça, les faire revenir dans le club aussi, ça a fait partie aussi de votre décision du retour également, je suppose. Disons que ça a plus été le fait qu'on constate, donc par des actes, par des faits, qu'aujourd'hui, que ça soit d'un point de vue sportif, d'un point de vue recrutement, d'un point de vue gestion, en tout cas toute la gestion sportive, c'est le FCSM qui l'a fait. C'est Omar Daf, c'est Philippe Raschke. Donc c'est vraiment l'entité FCSM 1928 et non plus Baskonia comme il y a encore quelques mois. Donc un des deux points, plus important ou pas, ça c'est vraiment aux auditeurs d'en juger. Donc c'est vraiment ce regain d'identité, tout simple. Voilà, regain d'identité. Et le deuxième point, pourquoi on revient au stade ? Parce que si la lutte contre Baskonia, on estimait qu'elle devait se faire par le boycott, la lutte toujours plus forte et toujours plus sincère contre l'Edus, elle se fait au stade. Comme la saison dernière, comme il y a 2 saisons, comme dès l'arrivée de l'Edus, quand l'ensemble des supporters de Sochaux, association ou pas, s'est uni dans le collectif Sochaux United et a adopté donc, cette motion de défiance qui remonte maintenant à quelques années. Oui. Donc, la défiance est toujours là quand même. Elle est encore plus présente, c'est la ça. défiance. Et c'est là où on doit encore tous se réunir pour reporter un autre coup. Alors j'aime bien cette métaphore du coup de marteau sur une pierre qui finira bien par briser un jour, parce que c'est plus ou moins ça. Hein. Aujourd'hui, aller détruire un système, aller essayer de détruire le foot moderne, c'est vraiment une lutte qui est extrême, qui est vraiment extrême. Qui est aussi compliquée. Qui est autant extrême que compliquée, c'est sûr. Mais voilà, donc le regain d'identité est toujours, encore plus, la lutte contre l'EDUS, parce que si on estime bien sûr que la bataille contre Baskonia a été gagnée, cette fois-ci c'est quand même une grande joie de pouvoir l'annoncer et puis pouvoir le proclamer comme ça à la radio en direct, la lutte contre l'EDUS, elle ne fait que recommencer, j'ai presque envie de dire, elle ne fait que continuer. Parce que certes on luttait contre l'entité l'EDUS Baskonia, donc comme on avait renommé le club, FC l'EDUS Baskonia, le FCLB, mais voilà, Monsieur Lee est toujours à la tête du club. Ces pseudo-entreprises, ces comptes sur les îles paradis fiscaux, c'est toujours là. Son entreprise l'EDUS, elle est encore au plus bas, si ce n'est qu'elle n'a coulé depuis. Donc, elle a l'air de bien se porter du côté de l'Espagne apparemment. Mais pas pour le reste, on est d'accord. Vraiment pas pour le reste. Donc, pas pour le reste. Et si elle se porte bien, alors après ça c'est plus le travail du collectif. C'est ce qu'on dit, hein. Après je ne suis pas allé vérifier les comptes en Espagne, c'est ce qui se dit, voilà. En tout cas, tout ce qu'on peut voir, c'est qu'à Sochaux, pour l'instant, il n'y a aucune retombée financière, et que même pour l'instant dans la gestion, Monsieur Lee ne prend aucune décision. C'est maintenant qu'on va le voir d'ailleurs, parce qu'il va falloir sortir, voir Monsieur Lee sorte un petit peu le chéquier pour passer devant la DNCG. Il va falloir sortir soit le chéquier, soit les doigts, donc à un moment donné, il faudra faire soit l'un, soit l'autre. Et c'est là où nous, la défiance, elle doit être encore plus présente. Et notre lutte, du coup, elle se refait dans le stade pour que lui, on va pas se mentir, hein, le fait de boycotter le stade, pour Monsieur Lee, c'était une aubaine. Parce que certes, le stade se vide, certes, il y perd d'un point de vue financier, mais aujourd'hui, qu'est-ce que quelques milliers d'abonnements ou de places vendues à côté des droits télé ? C'est pas grand-chose, malheureusement. Donc, ça, il faut bien se rendre compte. Donc, quand à la fin de la saison dernière, Monsieur Lee n'osait même plus remettre un pied à Sochaux à cause de nos actions, et là par contre on peut le dire, cette année, il est en déplacement, il est encore une fois sur Mulhouse avec tous ses acolytes, Lichtenauer, Jawar et j'en passe. Il vient au match à domicile, il lui fait ni plus ni moins que se pavaner. Alors c'est sûr que les résultats vont pas en sa faveur, donc
il va pas non plus faire trop le beau. Mais en tout cas, il est de retour dans notre région. Il est revenu au stade. Dans sa tête, Sochaux, c'est toujours à lui, c'est encore plus à lui. Donc le retour au stade, c'est sauver le club et surtout, encore et toujours, lutter contre l'Edus. Alors c'est vrai qu'en conférence de presse, il avait justement indiqué qu'il attendait de recevoir des projets. Bon, après, c'est toujours pareil, ça peut être que des mots aussi également. Et c'est vrai qu'il y a eu certains projets. D'ailleurs, la semaine dernière, on a reçu Jérôme Villedieu qui va sans doute lui présenter un projet, si ce n'est déjà fait, je ne sais pas. Apparemment, ça devait se faire incessamment sous peu. C'est quelqu'un qui est local, il est du côté de Sochaux, même si maintenant il habite du côté de Nancy pour ses affaires. Mais je veux dire, c'est vraiment local. Est-ce que justement des projets comme ça peuvent aussi aller dans le bon sens ? Même si on ne connaît pas toute la teneur du projet, bien évidemment. Alors déjà, pour revenir sur la conférence de presse de Monsieur Lee. Bon, il n'a pas dit grand chose de plus qu'on ne savait, hein, quand même. C'est là où je voulais en venir. C'est vraiment... j'ai eu le courage ou la bonté de l'écouter jusqu'au bout. Le président de l'association... Quand tu as été courageux, moi j'arrêtais avant. Ouais, parce que je me dois de le faire. Bon, moi aussi, je me suis dit je devais le faire aussi également. Bien sûr, mais le président de notre association l'a également fait. On en est tous au même point, c'est du vent. C'est du vent, c'est un moment... Je pense même que les questions étaient préparées en amont, ce qui est normal aujourd'hui dans une interview, sauf les nôtres, Fred, parce que c'est un peu la radio populaire, on peut dire ça comme ça, mais ce n'était que du vent, que du flanc. Donc faire une conférence de presse, faire tout un tintamarre pour au final annoncer rien, des projets, ou pas de projets, ou de recrutement, ou Baskonia ou pas Baskonia, il n'a strictement rien annoncé. Il n'a que fait sourire niaisement à la presse, qui n'attendait qu'un minimum de concret, quoi. Alors, on va pas se voiler la face, encore une fois, on sait très bien comment ça se passe dans le monde actuel. Je pourrais le proclamer toute ma vie, hein, de toute façon, tant que les choses ne changeront pas, mais c'est de la politique. On en est là, hein. C'est du business, c'est de la politique. Donc, Monsieur Lee, il fait ce qu'il sait faire, du business, ce qu'il sait faire à moitié, à demi-mot. Mais cette conférence de presse-là, pour nous, c'était vraiment une perte de temps, quoi. Voilà, j'aurais dû aller courir ce jour-là, quoi. C'est pour dire, quoi. Mais ensuite, on parle de projet, donc je vais répondre à la question. Sans détailler ma réponse, parce que pour l'instant, alors j'ai également écouté ton interlude avec Jérôme Villedieu. J'ai également eu l'opportunité de rencontrer Jérôme Villedieu. Donc, il parlait qu'il avait rencontré quelques supporters, dont moi. Oui. Pour l'instant, tout ce que je peux en dire, et vraiment je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est que la base du projet, personne ne la connaît si ce n'est lui. Bientôt Monsieur Lee. Des solutions pour sauver le FCSM, il n'y en a pas 1 million. Il y en a même pas, ça se compte même pas sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, moi, j'en sais pas plus, comme toi, hein, comme tout le monde. Donc je peux vraiment pas en parler plus que ça. Après, si je devais juste avoir un ressenti à faire sur cet entretien qu'on a eu. Ce qui est bien, c'est qu'il va présenter quelque chose, qui est peut-être pas forcément le cas des autres personnes qui souhaitent reprendre le club, parce qu'à un moment donné, il faut aussi proposer quelque chose, ne pas dire je vais venir au cas où, mais proposer quelque chose de concret si on veut justement. Après, tout à fait. Donc, Monsieur Lee décidera ou pas. C'est juste là où je voulais en venir. Voilà, je n'en dirai vraiment pas plus. C'est vraiment, au moins, il aura le mérite d'avoir essayé Tout à fait. de proposer quelque chose à Monsieur Lee. Donc ce n'est pas que des paroles en l'air comme d'autres personnes qu'on a pu voir avant. Après, j'ai vraiment rien à ajouter de plus par rapport à ça, et vraiment l'avenir nous dira le futur proche, le futur vraiment Oui. court, moyen ou long terme du FCSM. Mais pour l'instant, c'est encore le flou pour tout le monde. Mais il faut vraiment avoir en tête qu'aujourd'hui, la situation, donc là je termine, je clôt le sujet Jérôme Villedieu, Oui. que je salue juste également, parce que juste le simple fait de l'avoir rencontré, les supporters se doivent de le faire. Les supporters aujourd'hui, s'il y a un minimum de concret qui peut se passer à Sochaux. C'est déjà bien qu'il soit venu d'ailleurs au devant des supporters. Voilà, et c'est là où je vais vraiment en terminer. Nous, on a ce rôle vraiment d'information, de communication, et surtout de mise en garde sur Monsieur Lee. Et c'est là où vraiment notre rôle prime toujours, hein, et c'est là où vraiment on se rend compte que les seules personnes sincères et vraies dans cette histoire, ça reste les supporters, parce qu'on n'a aucun intérêt personnel dans cette histoire.
si ce n'est de pouvoir sauver notre club juste par passion et par amour. Voilà, ni plus ni moins. C'est ça. Donc, je salue cette démarche d'être venu nous rencontrer. Et j'en termine là. Je rebondis sur vraiment la situation du club aujourd'hui, où on a un club avec aucun directeur général, aucun manager, une cellule de recrutement qui se limite au coach et à Raschke. Mais pour vraiment dire qu'aujourd'hui, le club, il est au fond d'un gouffre. Alors certes, l'espoir est là en termes de sportifs, là on peut le dire, hein, avec des jeunes du cru, avec un recrutement qui a été fait, un recrutement que je vais qualifier de cohérent. D'intelligent aussi, oui, c'est vrai, de cohérence. Tu as tout à Sportivement fait, parlant, tout à fait raison. on n'a que des jeunes, on doit sauver, on amène de l'expérience. Certes, avec les moyens du bord qui sont infimes, c'est-à-dire qu'on n'a pas un rond. Donc Des joueurs prêtés, faut des joueurs aussi le prêtés souligner. jusqu'à la fin de la saison. Mais concrètement, quand on voit la situation du FCSM aujourd'hui, ça fait rêver personne. Donc saluons déjà ce recrutement qui a été fait intelligemment par le FCSM, et pas cette fois par l'EDUS, parce que on se rend bien compte que pour ceux qui connaissent du Et foot... des joueurs recrutés en France et qui connaissent la Ligue 2, et je pense que l'important, enfin là où se sont trompés les Espagnols de Baskonia, c'est qu'ils ont fait venir des joueurs qui connaissaient pas forcément la Ligue 2. Ils ont pensé que je pense que moi, je me mets à leur place, hein, ils ont dû se dire pour moi ils ont sous-estimé le niveau de la Ligue 2 et on va dire qu'ils se sont plantés. Bon, fin de l'histoire, quoi. Pour Baskonia, c'est bien résumé, mais après, je pense que on pourra en parler des heures Oui, pour vraiment raconter tout ce qui s'est passé. Mais l'idée, c'est ça, c'est que le club de Sochaux ne pourra pas en rester là où il en est actuellement. Pour l'instant, il n'a pas assez de Mais stock. disons que c'est pas sa place. Non, mais je parle vraiment d'un point de vue oui. gestion, Oui, bien sûr. d'un point de vue direction, d'un point de vue management, voilà, vraiment tous ces mots qui qualifient la gestion d'un club. La structure du club, en fait. La structure, vraiment. Je parle pas d'un point de vue sportif, cette fois-ci, Oui, je oui. parle vraiment d'un point de vue structure. Monsieur Lys va être obligé, dans un vraiment futur très proche, et limite pas attendre la fin de la saison, de faire quelque chose, d'acter une décision. Un directeur sportif, par exemple, déjà. Peut-être, ou autre, je ne sais pas. C'est vrai, c'est ce qui manque aussi à Sochaux. Et comme tu l'as dit, il faut que le club se restructure. Il faut qu'il se restructure et surtout il faut qu'on gagne en transparence parce qu'aujourd'hui où on en est au même point qu'il y a 4 ans maintenant, c'est-à-dire aucune transparence. C'est-à-dire c'est une barque sans voile. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un on peut pilote dire. dans l'avion? C'est ça. Est-ce que voilà, on parle vraiment d'un voilier sans voile, quoi. On dérive. Donc des actes, du concret, et cette fois-ci, espérons. Voilà, on rêve, mais on peut se permettre de rêver que la leçon qu'il tire des leçons donc de cet échec Baskonia. On parlait avant d'assumer ses erreurs, au moins c'est fait. Mais derrière, au moins en tirer des leçons. Donc il y a eu plusieurs échecs, c'est-à-dire déjà l'alliance avec les personnes de Mulhouse, où nous on a déjà commencé à vraiment tirer le frein. Alors espérons qu'il ait compris. Alors là, permettez-moi, et là je le dis à tous les auditeurs d'en douter, mais d'en douter très fortement, mais derrière, tirer des leçons de cette satellisation ratée avec Baskonia. Donc voilà, après peut-être avoir fait le tour du monde en termes d'erreurs, peut-être qu'il apprendra, c'est tout ce qu'on souhaite, mais la première chose qu'on souhaite, c'est déjà qu'il quitte le club. Voilà. Je termine juste mon développement pour dire qu'aujourd'hui, Monsieur Ly, il ne lui reste plus que le FCSM. Donc si aujourd'hui, il n'a plus que le club, pour que demain, il parte, il faudra qu'il en tire un minimum d'argent. Et ça, il faut bien que tout le monde en ait conscience. C'est pas en claquant des doigts ou en allumant des fumigènes que Monsieur Ly quittera Sochaux. Parce que ce qu'il veut aujourd'hui, c'est en tirer du pognon. Il va pas encore faire 10 ans. On voit bien qu'il est âgé. On voit bien qu'il commence à prendre de l'âge. Dans sa tête, il se dit pas je vais encore faire 10-15 ans à Sochaux à être maltraité par toute la région. Ça, c'est sûr qu'il... Disons que le point de vue, c'est vrai qu'on ne comprend pas trop ce qui... Voilà, comme tu l'as dit, sans doute peut-être l'argent, je ne sais pas, mais... Parce que moi, je vois pas... j'ai du mal à comprendre quel est vraiment son intérêt, mis à part le fait cet intérêt que tu soulignes pour l'argent, parce que moi je vois pas d'autre intérêt, je vois pas ce qu'il a vraiment à gagner, parce que il en prend plein la figure depuis des années. Bon, Sochaux, la vitrine en ce moment pour lui, je pense pas que ce soit, quand on est un homme d'affaires, je pense pas que ce soit une bonne vitrine pour lui. Hein, c'est souvent quand on est à l'étage du dessus, puis bien classé, que là, ça devient une vitrine intéressante. Donc oui, sans doute que c'est ça. Donc après, c'est bizarre. Je pense qu'on est beaucoup à ne pas comprendre. Hein.
Bah, c'est tout simple, hein. Si aujourd'hui Monsieur Lee devait quitter le club, il le revendrait. Enfin, je peux pas estimer combien de millions vaut aujourd'hui le FCSM, mais rien. En sachant que Baskonia vient d'alléger toute la masse salariale et la masse salariale, pas seulement des joueurs, vraiment la masse salariale globale du club. Aujourd'hui, le club, il faut avoir en tête qu'il ne vaut plus rien. Alors certes, pour un éventuel repreneur, c'est une aubaine, mais il faut garder en tête que Monsieur Lee est un businessman. C'est pas une insulte, hein, c'est un terme. Oui, C'est de toute un façon, businessman. c'est un businessman, c'est un homme d'affaires, quoi. C'est un homme d'affaires en français et qu'il veut en tirer le plus d'argent possible. Et que si derrière, il n'a son entreprise qui tourne mal, je spécule, mais des problèmes d'argent avec son entreprise également, lui, s'il veut se sauver la face un minimum, et c'est là où on va peut-être aussi également aborder le point de la culture chinoise, où vendre le club pour 1 million, alors je dis 1 million pour dire une somme, mais et derrière perdre la face devant le monde entier. Parce que là, aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que l'affaire fait grand bruit. Et c'est également ce que nous souhaitons. C'est pas juste en rester à France Bleu, Belfort-Montbéliard, Radio Shalom et l'Est républicain. C'est du SoFoot, c'est l'équipe, c'est Europe 1. Les médias nationaux. Les médias nationaux, c'est un reportage international sur les magouilles que M. Lee pouvait faire aux États-Unis. Je ne vais pas plus développer ce point-là parce que je n'ai pas les connaissances pour. Il y a juste un reportage qui explique tout bien, que vous trouvez sur Internet. Mais ce coup-ci, ça prend des ampleurs plus internationales. Et derrière, les retombées médiatiques, les retombées en termes d'image et les retombées financières pour M. Lee, elles peuvent être que désastreuses. Donc, comment faire partir M. Lee ? Il va falloir qu'il tire un bon prix de Sochaux. Alors, Après, oui, on verra si c'est, justement, on parlait de projet tout à l'heure, si ces projets peuvent arriver et peut-être qu'à terme, il partira. Mais c'est vrai que tu as souligné quelque chose, c'est la culture chinoise. Alors, c'est une culture qui ne supporte pas l'affrontement déjà, direct. Après, ils aiment pas, comme tu l'as souligné, perdre la face, donc parce qu'ils ont de l'orgueil aussi également. Donc après, en fait, il faut jouer un petit peu là-dessus, quoi, sur les susceptibilités. Et c'est vrai que faut marcher un petit peu sur des œufs, mais on verra, oui, comment ça va tourner. Mais en tout cas, l'information du jour, c'est que vous allez revenir au stade et ça, c'est une bonne chose, franchement. Je vous le dis. C'est un point de vue personnel, là, ça n'a rien à voir, mais parce que c'est vrai que dans le stade, l'ambiance n'y était plus, faut le souligner, même si les gens, après, dans un match, tu arrives à te fédérer, mais bon. Il y a toujours de l'engouement. Oui, il y a toujours de l'engouement, mais bon, le chef d'orchestre, il n'était pas là, donc forcément, ça va faire du bien, je pense, à tout le monde, et puis on va le voir déjà ce dimanche face au RC Lens, et en plus, ça sera diffusé à... Pas forcément une heure de grande écoute, c'est à 13h, mais bon, une heure où tout le monde est disponible, et puis ça sera ensuite relayé, parce que ça sera le match de la journée en Ligue 2. En plus, ouais. Donc ça, c'est quand même assez... c'est une bonne chose. On peut que regretter l'horaire 13h. Alors ça, on sait bien qu'à 15h, il y a un match, à 17h, il y a un match, et à 21h aussi. Donc la Ligue 2, on la met à 13h en espérant faire un peu plus de vues que si c'est en même temps que la Ligue 1. Il faut expliquer les choses. Hein. Oui. C'est aujourd'hui le rôle de c'est bien qu'ils aient décalé par rapport à la Ligue 1 déjà. Ça serait surtout utopique de penser qu'ils pensent justement aux supporters dans ces cas-là et que pour vraiment créer une belle influence dans n'importe quel stade de foot, hein, je parle pas du FCSM et de la fin du boycott, mais si vous mettez un match un dimanche à 13h, effectivement c'est un peu plus problématique pour certains d'y aller plutôt que si c'était à 15 ou 17. Aujourd'hui, les matchs, c'est le vendredi en Ligue 2. On va pas se plaindre. Ça va bientôt changer. Apparemment, ouais. Donc, c'est vrai qu'ils veulent changer. Justement, pour la Ligue 1, c'est les matchs à 13h qui avaient lieu le dimanche, c'était aussi pour le marché chinois. Justement, on était dedans. Ouais, c'est vrai qu'ils regardent de plus en plus le foot, surtout en Italie, hein, où on voit qu'il y a quelques clubs qui sont sous le pavillon chinois. C'est ça. Mais même partout dans le monde. Après, oui, après... la globalisation. Le football devient mondial et c'est vrai que les capitaux peuvent aussi, hélas, les capitaux viennent aussi souvent de l'étranger, il faut le signaler, car en France, on a l'impression on en parlait justement avec Jérôme Milieu quand il est venu dans cette émission, que les investisseurs français, comme je lui avais posé la question, est-ce que les investisseurs français sont pas un petit peu trop fébriles en France, et c'est un petit peu ce qui se passe, quoi. Ça, Fred, c'est quelque chose que j'ai l'impression à chaque fois que je viens dans l'émission, on en parle. C'est vrai. Même il y a 3-4 ans, on discutait, on débattait déjà de ça. Alors,
pour répondre, ou en tout cas pour argumenter sur ce point, personnellement, et j'en ai l'intime conviction dans le sens où c'est pas juste mon avis, c'est l'avis des plus fervents amoureux de ce sport qu'est le football, c'est que pour des clubs qu'on va qualifier de médiatiques, donc des clubs, et là je veux même parler du championnat d'Angleterre, où tous les stades seront remplis quoi qu'il arrive, même si les billets valent 200 livres, même si le match est un dimanche à 10h du matin, les stades seront pleins parce que la médiatisation, l'engouement et La culture aussi. la culture, mais pour moi ça sort du cadre de la culture que de vendre un billet de match Ah oui, West Ham, Burnley à $200 et de remplir le stade olympique On de est Londres. d'accord. Je prends l'exemple de West Ham parce que c'est hyper intéressant vraiment de prendre cet exemple-là. Le stade sera toujours plein, donc comment lutter contre ce foot moderne quand finalement personne ne va acter un boycott pur et simple de vraiment ce foot moderne, donc je réemploie ce terme, de ce foot business. Donc c'est hyper compliqué de vraiment lutter à cause de ça, hein, tout simplement. Hein, qu'un Paris-Marseille, le stade soit complet à des tarifs incroyables, ça je l'entends. Qu'un derby ou tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui c'est ça qui fait la force de ce foot qu'on déteste, c'est que dans tous les cas, les stades seront pleins. mais l'ambiance sera peut-être un peu moindre parce que c'est pas forcément les mêmes personnes qui achètent des billets à $200. C'est sûr. On le voit en Angleterre, hein, beaucoup. Bon, c'est vrai qu'il y avait les hooligans, tout, mais c'est quand même eux qui mettaient la plus grosse ambiance. Et c'est vrai que maintenant, les ambiances. Moi, je suis allé à Liverpool, c'est voilà. Bon, C'est triste à mourir. oui, à part le You'll Never Walk Alone qui donne des frissons d'entrée. D'ailleurs, je l'ai enregistré, je l'ai gardé. Mais je veux dire, après dans le match, j'ai pas senti vraiment une grosse ambiance. Ça m'a pas, voilà, ça m'a pas, on va dire, pas choqué parce que c'est un mot bien trop fort. Mais je veux dire, j'ai pas ressenti une grosse émotion. Et après, il se levait quand l'équipe de Liverpool arrivait dans les 20-25 derniers mètres. Mais j'ai pas ressenti une ambiance, une vraie ambiance, quoi. Je rebondis là-dessus, hein, quand vous avez rêvé comme moi, et je parle surtout des personnes plus âgées que moi, des ambiances en Angleterre, mais quand j'étais gosse, c'était Arsenal à Highbury, c'était un stade de West Ham, d'Anfield, un Old Trafford, où il y avait encore un semblant d'ambiance, où il y avait encore une culture populaire, une culture d'ambiance, de ferveur, de supporters, et qu'on en voit où en est l'ambiance aujourd'hui en Angleterre. On peut que se dire que c'est la victoire du foot moderne, du foot business à son apogée donc. Mais tant que des gens iront au stade et consommeront, et là je vais vraiment parler de consommation, hein, c'est vraiment la société de consommation, mais personne ne changera rien. Parce que l'objectif c'est de remplir le stade. Qu'il y ait de l'ambiance ou pas, au final, sur un match de Ligue des Champions, une demi-finale, Anfield va se réveiller. On l'a vu l'année dernière, hein, moi, je suis pas mal Liverpool. Sur des demi-finales contre l'AS Rome, c'est sûr que là, il y avait de l'ambiance. Et là, j'avais presque l'impression de revoir les années en 2005. Ou si on regarde une vidéo du Liverpool-Chelsea en demi-finale de Ligue des Champions en 2005, c'était juste fou. Je parle pas de la finale contre le Milan, mais c'était encore autre chose. Mais donc là, on en est à avoir ces soucis-là. Donc voilà, j'y reviens. Donc dans les clubs hyper supra-médiatisés, dans certains pays plus que d'autres, parce qu'on voit qu'en Italie, la sauce ne prend pas. Cette sauce-là, parce qu'en Italie, tout simplement, le pouvoir d'achat n'est pas le même, et les problèmes des gens ne sont pas les mêmes, et il y a plus cette culture, alors beaucoup plus, donc cette culture ultra, que je qualifierais d'ultra, qui veut être à l'opposé des valeurs prônées aujourd'hui par le foot moderne, donc de justement vider les stades, ou de lutter, vraiment de lutter contre ça. Alors de lutter, mais c'est comme... Alors, est-ce qu'ils n'ont pas augmenté aussi le prix des places? On sait qu'en Angleterre, voilà, il y a eu beaucoup de bagarres, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de violence aussi également. Est-ce que c'est pas dans cette optique-là aussi également qu'ils ont augmenté le prix des places pour que ces personnes-là ne puissent plus avoir accès aux places aussi également? Je pense que c'est un tout, mais que la raison que tu viens d'évoquer, pour moi, elle est minime. Alors certes, les médias, les grands médias nationaux, vont mettre en avant cet argument. Mais quand on réfléchit bien et quand on voit, je parle même pas de l'année 2019 ou d'un point de vue répression, d'un point de vue incohérence du pouvoir législatif, je pense qu'il y a un sniper qui est pointé sur ma tête en ce moment même, heureusement qu'on est à l'intérieur. L'incohérence du pouvoir législatif, donc je parle de répression, que ça soit envers les supporters, ou qui est un stade de foot, c'est ni plus ni moins que le laboratoire de la société. Ça, il faut l'avoir en tête. Ça peut être aussi un exutoire de la société.
Ouais, mais quand je parle de laboratoire, c'est pour dire que les lois que les supporters vont subir, vraiment de répression, je parle d'interdiction de stade, pas d'interdiction judiciaire, mais d'interdiction administrative, donc décrétée par un préfet et non pas par un juge, c'est ni plus ni moins ce qui a été acté la semaine dernière pour les manifs, pour les manifestations. Donc ils vont parler de loi anti-casseurs, moi je vais parler de loi privative totale de liberté, de tout simplement liberté, égalité, fraternité. Chut. Elle est plus enterrée, la devise, elle est cramée, quoi. Voilà. Mais pour dire que cette excuse de dire on vire les hooligans des stades, non. Certes, un tarif élevé, ça va priver toute la classe populaire. Mais est-ce que le terme hooligan va résumer toute une classe populaire ? Est-ce qu'un grand-père ouvrier, toute sa vie, qui emmène son petit-fils au stade, qu'on prive, lui, de sa passion, ni plus ni moins, je prends l'exemple de West Ham, j'y reviens, mais qu'on le prive de sa passion, va permettre de lutter contre le hooliganisme ? Absolument pas. Les lois sont faites pour lutter contre les personnes hors la loi. Donc on imagine bien que quand on casse tout dans un stade ou quand on va se battre dans un stade, on enfreint la loi. Il y a des règles, il y a des lois qui sont Après, faites. il faut assumer après le fait de tout casser. On est d'accord. Les personnes assument soit en se retrouvant en prison, soit en étant interdites de stade, mais ils assument leurs faits à ce niveau-là. Mais il n'y a pas besoin de mettre un billet à $400, à 400 livres ou à 400 euros, c'est ce que vous voulez, mais pour priver ces personnes-là de stade. Il y a la loi, il y a des juges, et aujourd'hui il y a des préfets. Est-ce que c'est leur rôle ? Pas du tout, mais tu vois, vraiment pour te dire, Fred, que c'est que de la politique, quoi. C'est que de la... Oui, puis après, est-ce que c'est pas aussi repousser le bébé, on va dire, parce que c'est vrai quand on prend l'exemple de la Première Ligue, en Première Ligue, c'est vrai qu'il y a plus de violence, mais par contre, elle a été repoussée en 2e et 3e division, cette violence, dans certains endroits. Donc, est-ce que c'est augmenter le prix des places, comme tu le rappelais, certes, mais le problème, c'est est-ce qu'on repousse pas un peu les violences un petit peu plus loin ? C'est une vaste, en tout cas une très vaste discussion. Et... C'est bien qu'on en parle et pour non, mais c'est vrai, c'est bien. Si on a le temps, bien sûr. Oui, après. Hein. Pour clore le sujet, donc à ce niveau, peut-être pas clore, mais en tout cas pour clore ce débat-là, proprement dit, comment moi je l'analyse ? Je vais l'analyser pour dire que les vrais passionnés d'un club, sans dire que c'est la classe ouvrière ou populaire, mais... Oui, c'est tout mélangé de toute façon. Après, on est passionné, on est de tous les bords. Ça, il faut l'avoir en tête. Mais si demain, on prive les plus passionnés d'un club à se rendre au stade, les personnes qui vont garnir donc le stade, les nouveaux pseudo-supporters, je prends le cas de l'Angleterre, vraiment. Hein. Toi, tu es allé à Liverpool, je pense que tu as vu des Asiatiques, tu as vu de tout dans le stade. Ah, de tout, puis tout le monde, on a tous mangé ensemble, qu'on soit à Liverpool ou... Ouais, j'étais pas forcément pro-parisien, on m'a proposé d'aller là-bas, bon... J'y suis allé parce que Liverpool c'est un stade mythique et je voulais voir. Et c'est vrai qu'on a tous mangé ensemble. Je rêve de m'y rendre aussi, mais je pense que ça sera pour un entraînement et pas pour un match parce que je vais pleurer. Mais pourquoi ils font ça ? Parce que si vous voulez, si les vrais passionnés d'un club, vous réussissez à les priver de leur passion, il y a un moment donné où forcément vous allez plus au stade. Là on a vu avec le boycott, les gens ils finissent par se résigner. Et soit ils s'intéressent à un plus petit club avec des valeurs plus populaires, ou en tout cas ils arrêtent de lutter. Et par contre tous les nouveaux pseudo-supporters, je répète le terme, ou arrivistes qui débarquent au stade, eux ils vont venir une fois, ils vont venir 2 fois, 3 fois, mais vous allez jamais les fidéliser, et eux ils vont jamais avoir en tête de remettre en question la gestion d'un club. Donc si aujourd'hui on en est là, c'est juste parce que foot moderne plus culture populaire ne vont pas ensemble. C'est ces deux aimants qui s'opposent en fait. Parce que si d'un côté vous avez vraiment l'argent, donc le système à son paroxysme, et d'un autre les supporters qui luttent contre ça, forcément il y a clash, forcément on en arrive à de la violence, on en arrive à des débats, à ce qui se passe à Sochaux. Hein. Je prends l'exemple de Sochaux, mais vraiment à ce qui se passe à Sochaux. Et forcément ça peut pas matcher. Donc si des matchs de foot sont arrêtés tous les 3 quarts d'heure par des fumigènes, par tout ce que vous voulez, la télé, elle fait pas d'argent. Les Chinois, ils vont pas regarder le match de foot, pour reprendre le pourquoi du comment des horaires un peu extravagantes. Tu vois. Donc ça peut pas matcher. Donc tant qu'on aura des gens qui vont consommer ce type de football dans les clubs médiatisés, le problème régnera. Et ça, c'est le problème du monde. Et on a bien débattu sur le foot moderne, mais
D'un point de vue club plus petit, de division inférieure, je pense à la Ligue 2 française, tu parlais des divisions inférieures en Angleterre et partout dans le monde. Là, ça peut pas marcher parce qu'on voit à Sochaux, mais on voit partout que si on augmente le prix des billets, mais personne va remplir le stade. Et là, par contre, c'est mort. C'est ça. Il y a très peu de clubs qui peuvent se vanter de faire tourner, une équipe avec un stade de 500 ou 1000 personnes. À moins, bien sûr, si c'est vraiment ancré dans la culture du club et qu'on fait 100. Oui, puis généralement, ceux qui augmentent les places, c'est ceux qui sont soit en Ligue des Champions tous les ans, Voilà. qui proposent quelque chose en face, parce que tu augmentes le prix des places, mais il faut aussi proposer quelque chose, puis avoir une équipe aussi qui tient la route, quoi. Alors, est-ce qu'une équipe qui tient la route est une équipe qui va jouer 1 heure sur 1h30 à cause des simulations, des réclamations à l'arbitre et j'en passe? Ça, c'est un autre débat, on n'aura pas ce soir, mais c'est vraiment un débat sportif. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils paient pour Neymar. Hein, Oui, non, mais ça, c'est... Oui, c'est sûr, c'est qui est sûr. en vacances tous les ans à la même année, C'est vrai. qui feint une blessure, non mais C'est vrai. et qui feint des larmes de crocodile à son anniversaire en demandant un nouveau métatarse devant le monde entier, alors qu'il engrange des millions sur millions. Bon, bref. Donc j'en reviens au petit club. C'est le foot moderne. Aujourd'hui, on a un paradoxe dans le foot qui est le foot moderne et le foot qu'on va pas appeler amateur, mais qu'on va appeler populaire, où vraiment cette image du foot moderne ne peut pas marcher. On le voit à Sochaux, on le voit partout. Donc, le souci, c'est que l'exemple, c'est le foot moderne aujourd'hui, mais dans les petits clubs, ça marche pas. Alors, quelle est la solution pour moi? Et là, on en vient à les investisseurs français qui sont gelés ou pas. Pour moi, c'est de faire du local. Certes, à des montants, à des sommes d'argent qui vont être moindres, mais en tout cas, de faire du local, parce que pour créer ou pour recréer de l'engouement derrière un club, je prends l'exemple de Strasbourg, on n'en parlera pas plus, mais on peut citer d'autres exemples, c'est de créer un engouement local, certes dans la difficulté, certes ça prend du temps, mais au moins les gens se reconnaissent dans votre club, tu vois. Et si les gens se reconnaissent, ils vont venir au stade, ils vont chanter, ils vont ramener leurs enfants, le grand-père il va Ils vont retourner s'identifier au stade, à... ils vont s'identifier à leur club. Donc on a deux visions du football qui s'opposent. Où sera la solution En fait, elles s'opposent, mais je pense que par moment, elles pourraient aussi se rassembler, parce que je pense aussi que ça vient aussi des hommes qui les dirigent aussi, tu vois. Je pense que ça vient aussi de ça, déjà. Si on associe tout le monde, déjà, tu reprends, par exemple, bon, moi, je suis pas investisseur, mais bon, un investisseur arrive, il a un projet, il vient avec les investisseurs qui peuvent arriver de n'importe où, hein, après avec des capitaux qui arrivent de n'importe où. Mais je pense que déjà c'est réunir tout le monde autour de la table. Bon, après, le supporter va pas non plus aller dans la gestion administrative. Je pense que c'est pas une bonne chose, mais je veux dire qu'il soit aussi associé au projet. En fait, c'est ça, c'est quand les gens sont pas associés, et je pense que, comme l'avait fait Sochaux, puis vous aussi, hein, tout le Sochaux United, de prendre une part au club, même si c'était une part minime, mais en tout cas de faire partie du club également, et je pense que c'est une bonne chose, et je pense que c'est un consensus, comme on dit, je pense que ça vient aussi des hommes qui viennent diriger, sur que les personnes viennent pour faire que de l'argent, ça pourra pas aller, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que les personnes, les investisseurs qui arrivent, se posent la question d'associer tout le monde, et je pense que quand on associe tout le monde, il y a un dialogue, c'est constructif, et surtout après, ça ne laisse pas les gens de côté, comme là, avec Monsieur Lee, il n'y a pas eu vraiment de projet, il n'y en a pas eu du tout, il n'y a pas eu beaucoup de communication non plus, et quand il n'y a pas de communication, forcément, les gens s'inventent des choses par moment, qui peuvent être fausses, qui peuvent être vraies, hein, aussi également, et après, je pense que ça part en live, hein, on va le dire clairement, mais je pense que les deux pourraient se rapprocher, après... Pour résumer l'action de Monsieur Lee, ça a été l'organisation d'une réunion où il a convié la veille, donc tous les supporters, donc tous les groupes de supporters, à son arrivée, hein, il y a 4 ans, où on nous a dévoilé un PowerPoint. Donc ça, je l'ai déjà dit dans ton émission. Oui. C'était un PowerPoint du vent. Alors, je vais le résumer comme ça, parce que c'était il y a 4 ans, et puis ma mémoire, je vais pas dire qu'elle me joue des tours, mais c'était juste... Grand A, le club il en est là aujourd'hui. Grand B, où on va demain? Point d'interrogation. Et grand C, c'était terminé, bonsoir, sayonara. Donc c'est du japonais. Mais comment? Le débat de dire est-ce que les supporters doivent entrer dans l'organigramme du club, on l'aura pas ce soir. Parce que ça c'est une question qui je dirais me dépasse.
pour l'instant. Ou pas, mais en tout cas qui nous dépasse tous. Pour l'instant, on n'en est pas à ce niveau-là. Non. Mais par contre, la seule chose que je peux affirmer, et que je l'affirmerai toujours, c'est qu'il faut de la transparence. C'est qu'à partir du moment où on parle de sommes d'argent dans un club comme Sochaux qui est en faillite, où on ne sait pas, je m'en fous de combien coûte un joueur, mais où on ne sait pas combien on a d'argent, combien on peut en dépenser, combien on peut en investir, qui fait quoi, à quel moment, qui prend les décisions, où il n'y a pas une vraie transparence et que les supporters sont en droit d'avoir. C'est un devoir de la part de... On parle d'un club de foot, on ne parle pas d'une entreprise en fait. On parle d'un club de foot dont le but premier est de rassembler donc, un public dans un stade. Je parle de Sochaux cette fois-ci. Si le stade est vide, le projet ne peut jamais aboutir. Donc le but premier, c'est de rassembler du monde, de remplir un stade de 20 000 personnes, de gagner des matchs et de faire quelque chose sportivement parlant. Alors, il y a 1 million de moyens de le faire, mais déjà d'avoir un stade plein. Comment voulez-vous avoir un stade plein si on ne vous explique pas par A plus B quelle est la situation que vit le club actuellement, et même depuis 4 ans. Et là, je jette également la pierre à Peugeot. Hein. On n'en savait pas plus à l'époque de Peugeot. Oui. On ne savait rien de Rien plus. du tout, non. Rien de plus. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler parce que j'ai pas... Non, c'est vrai qu'on J'ai n'en connu savait pas l'ère plus. Peugeot, bien entendu. Je vais au stade depuis... je suis supporter actif dans les ultras sochaliens depuis plus de 10 ans. Mais, donc j'ai connu vraiment l'ère Peugeot avec un regard peut-être un peu trop jeune pour juger de ces choses-là. Mais c'est clair et net qu'on n'en savait pas plus qu'aujourd'hui. Mais comment voulez-vous fédérer sans que les gens aient un minimum de transparence, quoi? Mais après, comme tu parlais, c'est vrai, tu parlais de Peugeot, mais les gens s'identifiaient à Peugeot parce que Peugeot, c'était à côté. Il y a ça aussi. Et maintenant, avec Monsieur Lee, c'est compliqué parce que lui, il vit très loin. Donc, on ne peut pas s'identifier à quelqu'un qui vient de temps en temps, même s'il a été peut-être plus souvent que certaines personnes au stade. Mais je veux dire, voilà, Peugeot, on s'identifiait tout de suite à... Cette saison, il est plus allé que moi au stade, ça c'est sûr. Mais ça va changer, je l'espère. Je pense que c'est ce qui fait la particularité du FCSM. Donc, dans le bien et dans le mal, cette fois-ci. Parce que, et là j'en parlais avec Steph, un vieux de la vieille qui a été à la création donc, du début du mouvement Ultra Sochaux. On en parlait vendredi après l'annonce de la fin du contrat entre l'Edus et Baskonia, mais c'est ce qui fait la particularité de Sochaux, c'est que le club a toujours été possédé par Peugeot, et que Peugeot et Sochaux, ça ne faisait qu'un. Donc il n'y avait pas la question de se dire transparence ou pas transparence, parce que ce qui se passait à l'usine, c'est ce qui se passait à l'usine, c'est ce qui se passait au stade. Donc si l'usine allait bien, le club allait bien, et puis de toute façon c'était les glorieuses, hein, comme on dit. Donc tout allait bien, personne ne se posait la question. Mon grand-père qui a été toute sa vie au stade, il ne s'est jamais posé la question de est-ce que Peugeot doit nous rendre des comptes de comment se passe le FCSM. Mais d'abord il bossait chez Peugeot, donc il voulait déjà garder son emploi. Enfin, déjà. Tu vois l'idée, quoi. Donc, Oui. Avant on ne se posait pas cette question-là, et c'est ce qui a fait la Puis force on savait de Peugeot. on savait que Peugeot remettait au bout s'il manquait de moyens. On savait que c'était un vrai... moi je vais dire c'était plus un garant qu'un véritable actionnaire. Ouais. Parce qu'un actionnaire, il met de l'argent pour avoir une équipe compétitive. Peugeot se contentait de régler le trou en fin de saison, Sur la fin, c'est sûr. voilà, et de remettre au mercato si vraiment on n'était pas très bien au classement pour se sauver. Ce que j'ai connu moi, c'était ça. En tout cas, la fin des années Oui, Peugeot, oui, c'était clairement ça. Ouais. À partir de 2007, hein, après la Coupe de France. Mais quand je disais, donc ça c'est dans le bien, donc, on parlait du bien, donc du fait de dire, la question ne se posait même pas si on veut, parce que de toute façon ça ne faisait qu'un, Peugeot et le club. Et dans la tête de beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, c'est ça, quoi. Mais dans le mal, c'est que les gens ont été trop bien habitués, et on en est aujourd'hui à se dire, Monsieur Lee, il nous rend aucun compte, aucune transparence, rien du tout. Ouais, bof, quoi. Tu vois, au lieu de vraiment faire pression, alors je parle pas de la tribune nord, je parle du supportariat, du supporter socialien en général, quoi, ou même du simple sympathisant, ou de la personne qui couvre l'Est républicain, qui va même pas voir le match, mais qui va même pas au stade, mais sans décrier, hein, j'en suis pas là. Oui, bien sûr. Mais pour expliquer, quoi. Aujourd'hui, les gens, il n'y a pas de transparence, c'est comme ça, mais non, on peut pas en 2019, à l'aube de l'année 2020, se dire qu'un club de foot peut marcher sans transparence. En Ligue 2, dirigé par un Chinois,
qui ne connaît rien, et je pense au bout de 4 ans c'est toujours le cas, à la mentalité de la région, à la mentalité locale, quoi. Et dans un pays ou dans un monde où toute la gestion politique, la gestion du système va à l'encontre de tout ça en fait. Oui, Voilà. non, mais t'as raison, il y a une histoire de culture aussi là derrière. On parlait de la culture alsacienne, la culture franc-comtoise, la culture chinoise, la culture française, sont toutes des choses différentes. Même à l'intérieur de la France, on sait qu'il y a plein de régions en France où c'est pas du tout la même chose, on n'a pas la même mentalité d'un côté ou de l'autre. Donc c'est sûr que tout ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Ben, en tout cas, merci Enzo. C'est avec plaisir. Merci Enzo de nous avoir de l'univers Sochaux. De nous avoir annoncé. C'est vrai que Sochaux, on pourrait en parler toute la nuit. Enfin, moi, je pourrais en parler toute la nuit. Donc. Moi aussi. Bon, après, je pense qu'on nous couperait le micro à un moment donné. Mais c'est vrai qu'on pourra en parler. Et puis après, de toute façon, on vous reviendrait. Et puis là, tu vas encore rester là, je pense, encore un petit peu avec nous pour parler d'autres sports. À moins que tu aies encore quelque chose à nous communiquer ou quelque chose dont on a oublié de parler ou. Quelque chose que tu voulais rajouter, peut-être. Moi, je terminerai là-dessus concernant le FCSM. Je salue les personnes qui ont suivi notre boycott. Alors, si c'était grâce à l'appel de la Tribune Nord ou de Sochaux United, ou si c'était ne serait-ce que par dégoût de ce qu'était devenu le club, je salue ces personnes-là. Je salue également les personnes qui ont continué. Je suis un peu trop franc-comtois des fois, mais qui ont continué d'aller voir le club parce que c'est par amour. Par amour. J'ai discuté avec énormément d'entre elles, donc c'est par amour. C'est pas pour dire on veut pas boycotter. On n'en est pas à se tirer dans les pattes entre on peut être contre Monsieur Lee et en venant au stade. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis quand même venu au stade parce que j'aime ce club, donc, comme toi, comme tous les supporters. Après, chacun a son libre arbitre de faire des actions ou pas. Donc c'est vraiment pour ça que je salue vraiment l'ensemble des supporters sochaliens. Parce qu'aujourd'hui, l'heure, elle doit être à la fédération, à l'union. À l'unité. À l'unité, voilà, à l'unité. À la fédération, peut-être pas. À l'unité, pour dire que, et pour expliquer aux gens, que le collectif Sochaux United regroupe la Tribune Nord Sochaux, qui a acté aujourd'hui son retour au stade, les Bonal Boys 07, qui en ont fait de même aujourd'hui, par un communiqué via leur page, sur Facebook, si vous voulez. Planète Sochaux, le collectif Socio-Show, donc on en parlait également avant, donc l'unité des supporters sochaliens. Dont on salue Arthur qui devait être là ce soir et qui est malade. Donc salut Arthur, mais voilà, donc vraiment l'unité du supporter sochalien. J'appelle tous les gens qui nous écoutent à en parler, à venir au stade dimanche supporter le club, parce que là l'heure elle est vraiment à l'unité, donc je le répète encore une fois. Et pour en finir là-dessus, c'est vraiment... On continue la défiance, on continue la lutte contre Lee, parce que la sauvegarde, la vie du club, c'est pas ça. Le futur de Sochaux, c'est tout sauf l'entreprise Ledus, c'est tout sauf Monsieur Lee. Donc on continue la lutte, on lâche rien. On se déplace à Orléans, on se déplace à Auxerre, on va partout. On revient au stade tous dimanche à 13h. Et on montre une fois de plus, pour la première fois cette saison, que on remplit le stade, que Sochaux c'est nous, et que quoi qu'il arrive, l'espoir est encore là et qu'on lâchera rien. Voilà, on en est vraiment là aujourd'hui. Ouais. On revient, mais on est méfiant, c'est le mot de la fin. C'est un peu ça. On revient, mais on est quand même méfiant envers l'actionnaire Monsieur Lee et ce qui pourrait se passer par la suite aussi. On revient pour d'une part sauver le club sportivement, éviter au club de mourir tout simplement en descendant, en étant relégué et en voyant donc le centre de formation se perdre cette fois-ci. Donc le beau château qu'on a à Selon, ciao bisous. Donc on revient pour sauver le club et on revient tout autant pour lutter. Donc la défiance c'est une chose, on n'en est plus là, c'est la lutte. Donc lutter contre l'actionnaire Monsieur Lee. Voilà. Merci beaucoup Enzo. Et gloire à nos couleurs. Exactement, gloire à nos couleurs. Exactement, merci beaucoup Enzo. Fred, non, il s'est pas endormi, Fred. Non. Ah non, parce que ce débat était passionnant et c'est vrai que Sochaux, on pourrait en parler des heures et des heures tellement on aime ce club et on est passionné. Qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, bien évidemment. 90 ans comme l'âge du club, comme tu veux dire. 91 quasiment. C'était fait exprès, j'avais dit ça exprès.